Vous écoutez La Pépite, épisode 51. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Iger et on va parler philosophie et pratique du tarot. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile, je suis tarologue et coach de croissance à l'atelier Fantasy. J'accompagne les zébrés qui ne rentrent pas dans les cases pour les aider à révéler leur potentiel et prendre action pour leur idéal de vie grâce à des formations et des ateliers autour du tarot, du mindset et de l'expansion personnelle. Mon objectif ici est de t'offrir de belles découvertes tarologiques et des rencontres sous le signe du partage avec nos invités. T'aider aussi à utiliser les 78 arcanes au bénéfice de ton développement et de ton accomplissement. Si toi aussi tu penses que le tarot peut t'aider à entreprendre ta vie, bienvenue sur La Pépite. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Emmanuel Iger sur le podcast La Pépite. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment. On t'a concocté ensemble une série de 2 épisodes exceptionnels où on va parler ensemble du système du tarot et puis des projets un peu fous qui arrivent pour Emmanuel avec ses collaborations. Ça, ce sera dans un deuxième temps la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, on va t'emmener toutes les deux dans la découverte de la philosophie du tarot et tu vas voir, Emmanuel, en fait, c'est un peu une pirate du tarot. Elle a craqué le système, elle vient d'un domaine très cartésien à la base et donc elle va nous expliquer, tu vas voir comment elle a connecté avec le tarot, son parcours, comment elle en est venue à être tarologue. C'est assez atypique. J'ai hâte que tu entendes son histoire. Et puis, on va aussi parler de la création de son jeu du tarot Marseille Waite. Elle va nous expliquer comment elle a créé tout ça avec Alice Laverty. C'est un beau moment. Et puis, on va parler de sa vision du tarot. Et on espère vraiment dans cet épisode que ça va te permettre de découvrir une autre facette de la pratique du tarot. En tout cas, elle a une vision bien à elle et une pratique bien à elle et c'est pour ça que je trouvais vraiment intéressant de la faire venir sur le podcast pour pouvoir partager ça ensemble. Des ressources pour pouvoir avancer dans ta pratique. Ce sera avec grand plaisir que je t'accueillerai donc dans la communauté de l'atelier Fantasy. Et sans plus attendre, je te propose donc de retrouver Emmanuel Iger pour cet épisode exceptionnel, cette première partie. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Emmanuel. Yes, Bonjour yes. Cécile. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. De C'est même. génial que tu sois avec nous. Alors, si vous nous écoutez, il faut savoir qu'on a fait un petit temps de off avant et on s'est bien marré. Donc, on est là quand même dans une énergie Ouais, ça va, ça va. hyper fun. Donc, on va vous emmener avec nous aujourd'hui oh là là, sur plein de thématiques. Hein. Ouais, on a une petite Ouais. to-do list là. Hein. On a une petite to-do à faire et on vous a concocté une série de 2 épisodes parce que en un, ça passait pas. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours, Emmanuel. Mhm. Comment t'en es venu au tarot et puis de tout ce que tu as fait pour la communauté, tes ouvrages, tes 78 tirages que j'ai aussi ici, on en reparlera juste après. Ouais. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas encore? Ok, alors, je m'appelle Emmanuel Iger. Ça fait un petit moment que je fais du tarot. J'ai écrit quelques bouquins sur le Rider-Waite et aujourd'hui je suis tarologue à plein temps. Je participe au Tarot Festival qui aura lieu fin septembre. Ouais, prenez vos places, hein, la Ouais. billetterie est ouverte. Tu es la Voilà, marraine d'ailleurs. ouais, tout à fait Ouais. et voilà et puis que dire d'autre? Je m'amuse beaucoup. Ah bah ça c'est la base. Ouais, je crois aussi. C'est la base. Donc tu es tarologue depuis combien de temps? Alors j'ai ouvert mon site en 2014, donc là j'ai pas envie de faire le calcul parce que ça me fait peur. Ah, Mais mais non, mais hein. mais Bah, ça ça fait 8 ans. bah, voilà. Donc ouais, donc ça fait un peu plus de tarot parce que voilà avant, il fallait bien faire ses armes avant de commencer à mettre des choses sur internet. Donc ça fait un petit moment que ce truc-là me suit. Enfin, non, il me suit pas en fait, c'est moi qui le suis. J'adore. On en reparlera, tiens, ça c'est marrant que tu dises ça. Ouais.
Et donc depuis 2014 alors, donc tu t'es professionnalisée, cette année-là, c'est ça? J'ai commencé à faire des tirages, professionnels cette année-là et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec une activité, qui prenait peu de place parce qu'il fallait le temps de se faire connaître et tout et puis au fur et à mesure, mon activité de tarot a pris de l'ampleur et par conséquent les autres, choses que je pouvais faire à côté, ont décru pour finir par disparaître assez vite. D'accord, et comment tu es arrivée alors au tarot? Alors, on est bien curieux quand même, on a envie de tout savoir là. OK. Ouais et bah, complètement par hasard, ce qui à mon avis va bien avec, heu, ouais alors, ma personnalité en alignement Donjons et Dragons, s'il y a quelques petits geeks, dans l'assemblée, c'est chaotic good, hein. Ça veut dire que, je suis gentille, mais je fais un peu n'importe quoi. Et du coup, ça l'outil du tarot comme il est chaotique, parce que tu tires pas les cartes en les ayant choisies et cetera, je pense que ça me va bien. Mais ça, avant de le trouver, je le savais pas. Moi, ce que j'ai comme parcours, c'est des longues études universitaires, j'ai fait lettres, j'ai fait philo, et ça a duré assez longtemps et ça m'a donné le goût de l'interprétation et surtout le goût des systèmes de pensée parce que, une des très rares choses que j'ai apprises en fac de philo, c'est que, tous les auteurs avaient des choses très différentes à dire. Ils se contredisent tous, bref, tu Kant, tu Hegel, tu Spinoza, bon ils disent tous des choses contradictoires. Donc c'est très bien et l'idée de la fac de philo, c'est que, tu apprends à rentrer dans la pensée d'un auteur pour comprendre comment ça marche de l'intérieur et une fois que tu as fini ton trimestre sur Hegel, ben, tu es en mesure de produire une disserte, hegelienne, c'est-à-dire tu es en mesure de dire qu'est-ce que Hegel aurait dit sur ce sujet-là, c'est-à-dire que tu le penses de l'intérieur, quoi. Et après, bah, quand c'est plus le trimestre de Hegel et que c'est le trimestre d'un autre auteur, bah, tu fais la même chose et tu réponds D'accord. aux questions d'une façon encore complètement différente parce que tu es rentré dans un autre système qui avait rien à voir. Du coup, tout ça pour dire que ces études-là m'ont donné le goût et un petit peu la compétence de comprendre comment fonctionne un système fermé, pour saisir les mécanismes et pour, m'en servir de l'intérieur. Et puis après, c'était pas tout ça de faire de la philo, il fallait bosser aussi. Donc j'ai déménagé à Paris, pour travailler dans le web, c'était très bien. Et c'était très bien parce que, c'était vraiment une super ambiance. J'ai eu la chance de tomber dans une boîte géniale, 10 ans après, on est encore tous copains, enfin c'est vraiment cool, quoi. Ça, c'est chouette. Ouais, Oui, ouais, oui, ouais. oui. J'étais chef de projet. La problématique, c'est que, toutes les questions que j'avais à traiter pendant toute la journée, c'était frustrant parce que c'était pas des vraies questions, quoi. C'était Ah, c'est-à-dire? tu montes ton site web, comment ton client, il arrive à acheter ses chaussettes en moins de 3 clics? C'est bien, c'est légitime comme question parce que tu veux pas avoir un site où que la personne, va quitter en frustration, mais il me manquait un truc important, voilà. Et donc j'ai commencé à faire un travail sur moi, j'ai découvert les histoires de spiritualité, de ces choses-là, et aussi beaucoup la psychanalyse et j'ai toujours eu un fort intérêt pour la psycho et je me suis mise à faire des recherches et moi mes recherches quand je les fais sur internet, je les fais vraiment en anglais toujours, parce que, tu dois savoir que quand tu fais une recherche, sur internet en anglais, tu trouves plus de choses plus vite et les choses que tu trouves sont plus claires. Ouais, tout à fait. Et puis dans le web, on est habitué aussi à tout regarder en Ouais. en Ah anglais, ouais, très hein. clairement. C'est aussi culturel ça. Ouais. Mmh. Et du coup, je me suis mis à chercher des choses sur, d'abord sur la psychanalyse et les formations de l'inconscient et ça a l'air sérieux comme ça, mais quand tu y vas de façon chaotique good, tu tombes, assez vite sur des histoires un peu rigolotes, genre le paranormal, les histoires de fantômes. Parce que si c'est ta grille de lecture et si tu aimes bien ce vocabulaire-là en particulier, tu peux considérer que les expériences paranormales font partie, des formations de l'inconscient. Si tu as Oui. envie de le parler comme ça. Et du coup, je suis tombée sur plein de choses un petit peu fringe et je suis assez vite tombée sur des sites d'ésotérisme
et je sais pas trop pourquoi ça m'a parlé à ce moment-là, mais ça m'a parlé et on tombe assez vite sur le tarot quand on est dans ces ressources-là parce que c'est un des outils de base et alors là, je t'avoue que j'ai un grand mystère dans mon auto-histoire là parce que, je me souviens de la première fois que j'ai entendu parler du tarot, c'était dans un podcast de Glorian Publishing, qui est une secte gnostique, sympathique et c'était Tarot et Cabale. J'ai écouté ça et j'ai jamais rien entendu d'aussi ennuyeux de toute ma vie, de toute mon existence. Je ne sais pas pourquoi j'ai insisté. C'était ton premier contact Mon avec premier contact le était très tarot? décevant. Ouais, c'était long, c'était un mec qui s'écoutait parler, tu vois, pendant Ah 2 là heures. là. Le mec, il te faisait des citations en hébreu pendant 2 heures, quoi. C'était insupportable. Ah mais tu as bien vadrouillé quand même pour trouver ce podcast? Ouais, ouais. Et donc, je ne sais pas pourquoi j'ai insisté sur ce truc-là parce que, je suis pas du tout de culture, particulièrement spirituelle, New Age ou quoi, hein. Moi, je viens d'un background complètement cartésien, heu, donc quelque chose a fait que j'ai insisté quand même malgré tout et je suis tombée sur le tarot qui était donc forcément le tarot Rider-Waite, hein, parce que si je faisais tout en anglais, je tombais forcément sur les tarots anglo-saxons et puis il y a 10 ans, c'était pas connu en France, ça. Bien sûr. Et je me suis dit: «Tiens, il y a un système de pensée fermé qui a l'air à la fois, chaotique et intéressant» et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que assez vite en lisant, les sites d'ésotérisme de qualité, tu comprends que l'ésotérisme entre guillemets «sérieux», c'est une psychologie avec un autre vocabulaire, quoi et moi je m'intéressais déjà à la psychologie, donc pour moi c'était naturel. Et du coup, je me suis dit: «Tiens, cet outil-là qui semble contenir une philosophie un peu rigolote, craquons-le, rentrons à l'intérieur pour voir comment ça marche, dedans» et j'y ai passé un peu de temps jusqu'à avoir entre les mains un outil qui, franchement marchait bien, quoi. Je l'ai testé sur tous mes copains. Mes copains, ça va, il s'est passé des choses. Voilà, c'était très bien. Et alors à ce moment-là, je me suis dit: «Ben, tiens, puisque là, j'ai mis le doigt sur quelque chose qui me paraît intéressant, qui me paraît, riche dans le sens où, moi et les personnes, avec lesquelles, je travaille avec, on en tire des choses qui vraiment nous apportent, plus de conscience, ou plus de liberté». Je me suis dit: «Ben, tiens, ce serait sympa de le partager quand même». Et là, j'étais toujours en France, j'ai regardé ce qui se passait autour de moi et j'ai constaté que je te parle d'il y a 10 ans quand même, Oui, heu, oui, oui. j'ai constaté que toutes les ressources qu'il y avait en français, soit elles prenaient les gens pour des imbéciles, soit elles étaient extrêmement difficiles d'accès. Alors les ressources qu'il y avait en anglais, ça allait, mais il y avait l'idée que si tu parles pas anglais, tant pis pour toi. Et puis voilà, il y avait déjà le livre de Jodorowsky qui est très, très bien et qui était, déjà connu, mais il est pas d'une facilité d'accès extraordinaire, hein, Mmh, tout à fait. voilà, il est vraiment bien, mais pour, rentrer dans une pratique, vraiment concrète, sans être, dans l'angoisse, sans être dans la pression maximale de se dire: «Oh là là, j'ai intérêt de dire un truc hyper spirituel», pour moi, c'était pas le top. Donc du coup, je me suis dit: «Ben, puisque je sens un manque là et que je trouve que c'est pas, que c'est dommage», c'est pour ça que j'ai écrit mon premier livre, qui s'appelle donc «Lire le tarot avec le Rider-Waite» et l'idée, c'était vraiment le présenter de façon qui soit accessible parce que, pour moi, le tarot, c'est un outil de travail sur soi et ça me paraît assez scandaleux et insupportable, l'idée qu'un outil de travail sur soi soit réservé à une élite. Voilà, parce que, tout le monde a le droit de travailler sur soi. Il n'y a pas besoin, de faire partie d'un club particulier ou d'une généalogie particulière. Voilà, cette idée-là m'énervait beaucoup. Et c'est pour ça que ce livre-là, j'ai essayé de le rendre le plus clair possible, de façon à démystifier tout ce qu'il y avait autour du tarot, quoi. De façon à sortir de l'idée que, ah là là, historiquement, ça viendrait d'une grande sagesse ancestrale extraordinaire. Donc, j'ai essayé de mettre en place deux, trois balises historiques qui fassent sens pour qu'on comprenne ce que c'est vraiment et qu'on soit pas dans le fait de vendre du mystère. Et j'ai essayé de donner vraiment les mécanismes qu'il y avait derrière pour dire pourquoi les cartes elles sont comme ça tout bêtement, de façon à ce qu'après, dans un tirage, tu puisses les reconnaître plutôt que
d'attendre une illumination qui vient pas ou d'essayer d'être dans le fait de recracher un cours ou quelque chose d'abstrait, quoi. Et du coup, c'était mon premier bouquin, puis après les choses se sont enchaînées, j'ai un peu perdu le contrôle, donc là maintenant j'en ai plus Tu perdu le contrôle, c'est-à-dire? après on m'en a demandé d'autres des bouquins, donc du coup j'ai pas dit non. Et puis, bah, une fois que tu es là et surtout, une fois que tu as pris la décision de signer ton premier livre de ton vrai nom, alors que tu fais du tarot quand même, il y a quelque chose qui se passe, c'est que, j'ai choisi de faire ça parce que pour faire des consultations, pour tirer les cartes aux gens en attendant que les gens soient dans leur vérité, moi je me sentais pas à l'aise avec l'idée de moi pas être dans ma vérité, tu vois? Donc c'est pour ça que c'était pas, concevable pour moi à cette époque-là de pas mettre mon nom, parce que justement l'échange avec les gens c'était trop important. Mais du coup, c'est un choix qui fait que maintenant je peux pas faire de politique ou de trucs. Bah, tu catégorisée de toute façon. Voilà. Et donc, vu que j'ai ce domaine-là qui s'ouvre complètement à moi, bah, j'en profite et depuis je m'amuse dedans, voilà. En fait, ce premier livre, Lire le tarot avec le Rider-Waite a vraiment signé ton basculement, on peut dire, vers le domaine pro, c'est ça que tu Oui, disais? complètement, ouais. Tu étais toujours à l'agence, web à ce moment-là? Non, non, mon contrat venait de se finir et j'étais au Japon, D'accord. OK, OK. ouais et le Japon est un pays formidable, c'est mon pays préféré, mais tout ce qui se passe autour est en japonais, donc on comprend rien et pour moi, c'était l'occasion de faire quasiment une, retraite d'écriture, Mmh. où j'ai vraiment beaucoup bossé pour mettre ce bouquin-là en forme. OK. On comprend bien que c'est aussi ta vision des systèmes, hein, dont tu parlais tout à l'heure quand tu étais à l'université avec ton bagage là, de chercheur universitaire, parce que c'est ça, Ouais, hein, ce que tu ouais. ce que tu faisais. C'est, en fait, finalement, tu as repris un petit peu ce que tu faisais quand tu étudiais les philosophes pour pouvoir l'appliquer à l'étude du tarot? Absolument, parce que moi je C'est pense ça? que le tarot, c'est pas une boule de cristal, c'est pas un outil magique, c'est un livre de philosophie qui est beaucoup plus malin et beaucoup plus punk, que ceux que j'ai vus à la fac, voilà. Et qui aurait mérité un semestre ou une année Ah entière. mais tellement, tellement, ouais, ouais, tellement et ça Et c'est cool. l'université oh pardon, excuse-moi. Ouais. Non, non, vas-y, vas-y. Ça, Bah, l'université, tu juste disais? l'université va pas oser le faire Mmh. parce que c'est trop connoté, pas sérieux, mais il y a une vraie réflexion à apporter et ne serait-ce qu'historiquement, c'est hyper intéressant. Il s'est passé, et quand on lit les historiens, donc les vrais historiens sérieux sur l'histoire des sociétés ésotériques, de ces choses-là, et cetera, c'est absolument passionnant. Donc l'université, elle a vraiment des choses à faire à ce sujet-là, ne serait-ce que historiquement, quoi. Ouais, 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 carrément, ouais. J'aime bien l'idée que tu dis là, le tarot, c'est un grand livre de philosophie, je le vois aussi comme ça. C'est chouette. J'aime bien cette idée-là. On imagine, c'est le vieux livre d'histoire, tu sais, avec comment dire? La couverture en cuir, le truc un peu Oui! comme ça. C'est trop chouette. Ouais, sauf que le vieux livre d'histoire, il attend de toi que tu te soumettes à son discours, parce qu'il attend de toi que tu le lises comme tu es censé le lire, comme il a été, mis en place. Tandis que le tarot, comme c'est un jeu de cartes, il est pas relié, donc Mmh, du coup, tu le prends dans le sens que tu veux et tu fais ton propre livre à chaque fois que tu le lis, quoi. c'est clair. Et puis dans l'époque dans laquelle on est, avec ce qu'on est nous, ah ouais, Mmh c'est mh. clair. Non, mais c'est super intéressant de le voir comme ça. Et en lettres, on parle beaucoup du pacte entre le romancier et le lecteur, que le lecteur se projette dans son truc et cetera. Bah, là, pour le coup, avec le tarot, il y a un vrai dialogue entre, le système et le lecteur et c'est le seul endroit, à mon avis, où ils sont vraiment sur un pied d'égalité, donc c'est super intéressant. Alors ça c'est vraiment intéressant là, ce que tu nous partages, parce que toi, ta vision du tarot, il y a, tu dis: t'es pas Madame Irma». En même temps, tu dis: «Il y a le livre de philosophie». Tu dis: «Il y a aussi la rencontre entre le lecteur et le jeu». Alors, quel est le point de convergence? Comment toi, tu te positionnes là, à ce carrefour et quelle est ta vision? Ma vision de, pour moi, ce que c'est que le tarot? Ouais! OK, Ouais, vaste sujet, hein. ouais, bah, pour moi, ça existe pas. Le tarot, c'est un prétexte et c'est quelque chose,
sur lequel on raconte beaucoup d'histoires pour faire beaucoup de storytelling. Mais déjà historiquement, c'est extrêmement moderne de faire ce qu'on fait, de lire le tarot parce que, dans les faits, quand on lit les recherches historiques, des gens qui sont payés pour ça, nos jeux de cartes, ils viennent quand même de jeux de cartes à jouer, qui servent à taper le carton. Mmh. Donc déjà notre outil, dans les faits, historiquement, il a pas de légitimité. Deuxièmement, à chaque fois qu'on lit un livre sur le tarot d'un auteur différent, bah tiens, c'est quand même marrant, personne dit la même chose. Donc tous les auteurs se contredisent, c'est comme un philo. Et du coup, ça embête beaucoup les débutants parce que quand toi, tu cherches à apprendre le tarot, tu aimerais bien savoir quelles sont les vraies significations. Bah, au bout de très peu de temps, normalement, tu te rends compte que les vraies significations, tu peux toujours te gratter pour les obtenir parce qu'il n'y en a pas. OK? Mmh. Et du coup, quel est l'intérêt de ce truc-là? L'intérêt, c'est que toi, heu, quand tu apprends le tarot, tu vas considérer cet outil, heu, avec un peu d'étonnement. Tu vas aller faire des recherches, tu vas te dire: «Mais c'est pas possible, ça doit bien vouloir dire quelque chose» et donc tu vas te mettre à chercher et en général, si, quand on cherche, on trouve. Et tu vas trouver des trucs. Donc tu vas apprendre, des choses, ça va te donner des idées. Tu vas lire, les ouvrages de ceux qui sont venus avant toi. Bon, d'accord, ils se contredisent tous, mais il y en a un, il va dire quelque chose qui va te parler. Il y en a un autre, il va dire quelque chose que tu vas trouver bien. Et toi, tu vas aller butiner dans toutes ces choses-là jusqu'à te constituer ta lecture à toi, qui est vraiment la tienne. Moi, je pense que ça sert absolument à rien, par exemple, d'essayer de lire le tarot de Jodorowsky quand on s'appelle pas Jodorowsky. Voilà. Parce que, c'est sa pensée et sa pensée, elle est géniale et elle fonctionne pour lui. Mais, le tarot, ça te sert pas à t'enfermer dans une pensée, ça te sert pas à te soumettre à une doctrine, parce que si c'était le cas, il serait relié en livre et puis il y aurait un tarot officiel et puis tout le monde devrait apprendre ça par cœur. L'intérêt du tarot, c'est que comme il n'existe pas, c'est un prétexte que chacun est invité à saisir pour construire sa propre pensée, pour apprendre à penser par lui-même. Et ça, je trouve ça génial. Ouais, je te rejoins complètement et c'est pour ça que, tu vois, même dans les tarots qu'on a, même les guidebooks qui les accompagnent sont souvent super intéressants parce qu'on a Ouais, la vision de l'auteur ou du enfin de l'illustrateur, enfin après voilà, oui, de là ou des personnes qui ont créé le jeu et on peut prendre ce qu'on a à prendre, laisser ce qu'on a à laisser et comme tu dis, c'est chacun qui fait sa tambouille, mmh, hein. Et ça, je trouve ça chouette et c'est pareil pour tous les bouquins de tarot, en fait, hein, absolument, ouais. ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, tu disais tout à l'heure, les bouquins, enfin, c'était pas ce que c'était aujourd'hui, hein, la pratique, les livres, tout l'accès à la formation. Il y avait beaucoup de livres qui disaient, bah tiens, si tu sors le pape et si tu l'associes, je sais pas, à tempérance, ça va donner ça. Et surtout, faut pas te tromper, hein, quand tu les analyses. Ouais, ok, super. Oui, et du coup, toi, en tant que lecteur, tu regardes ça, tu comprends pas, donc du coup, tu te dis: «Ah ben c'est sans doute moi qui suis trop bête». Bah non, si tu comprends pas, c'est que c'est mal expliqué déjà, T'as déjà la base, hein. voilà. Bah, oui, parce que quand tu écris un bouquin, c'est un peu comme tes profs, c'est un peu comme quand tu es prof, hein. Si ton public comprend pas ce que tu fais, ben, c'est peut-être pas la faute du public. C'est ça, c'est tellement Voilà. juste. Mmh. Voilà et ensuite si tu essayes de plaquer des choses que tu comprends pas sur un tirage que tu fais spécifiquement dans le but de mieux comprendre, où tu en es dans ta situation, qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce qui serait bon pour toi, moi ça me paraît problématique parce que ça veut dire que tu essayes de parler de ta vie à toi et de ce qui est juste pour toi. Premièrement avec les mots d'un autre qui seront jamais aussi justes que les tiens pour parler de ta vérité et deuxièmement avec des mots que tu comprends pas, ça va pas t'aider à clarifier ta pensée, je pense. Tout à fait. Donc, vous qui nous écoutez, faites votre popote. C'est super important. Ouais, ouais. Mais Et ça reste quand même un système, on est quand même d'accord, hein. Il y a quand même, oui un système de base. et tu as tout à fait raison de le souligner parce que, faire sa popote, c'est super bien tant qu'on a compris qu'il fallait aussi la faire de façon structurée. Parce que si tu es complètement dans la pure intuition et que tu Mmh. ne te donnes aucun cadre, tu pars dans l'espace tout de suite.
Et tu vas te mettre et c'est d'autant plus dangereux dans nos domaines où on tire les cartes à des gens qui viennent nous poser des questions que si on est dans la pure intuition non travaillée, on va se mettre à leur envoyer nos projections personnelles et là c'est un problème dans la relation d'aide. Donc le tarot, c'est un outil, certes, qui n'existe pas, mais qui a quand même pour intérêt de nous donner un cadre qui est extrêmement précis, qui est celui d'un jeu de cartes à 22 arcanes majeures, à 56 mineurs avec 4 couleurs, je sais pas quoi. Ça, c'est extrêmement rigoureux. C'est vraiment un truc d'empereur, quoi. C'est sûr. Et du coup, qu'est-ce que tu as? Tu as la liberté de faire ta popote, dans le sens où toi, tu vas aller chercher les informations qui te parlent et qui résonnent en toi et en fait qui te parlent de toi, mais en même temps, le cadre est tellement rigide que t'as pas la possibilité de faire n'importe quoi et de partir dans l'espace. Et à mon avis, c'est ça qui permet au tarot d'être un outil qui est hyper utile pour se constituer une pensée intelligente, quoi, une pensée qui tient, qui est pas juste dans le flou parce que la structure du jeu nous empêche d'être dans le flou, c'est pas possible. Ouais, tout à fait. Et c'est comme tout à l'heure, tu disais quand tu travaillais sur du Hegel, tu travaillais sur la pensée d'Hegel. Après du Kant, c'est du Kant. Le tarot, c'est du tarot. Mmh. Après, comme tu dis, tu craques le système, mais le système, il est tel qu'il est. Ouais. Tu vas pas aller craquer le système d'un Hegel en parlant, enfin, en t'inspirant d'un Kant ou travaillant sur Kant. Tu vas Ça pas marche apprendre pas. par cœur Kant Non, pour essayer de comprendre Hegel, ce sont 2 choses différentes. Voilà. exactement. Donc le tarot, c'est tout à fait pareil. T'as besoin de comprendre le système pour le craquer. Voilà. Bah, c'est comme les hackers en fait, hein. Hey! Hacker du tarot, bah, voilà. Bah, voilà, hacker du tarot, Bah oui, c'est ça. parce que l'idée, ça n'est pas se soumettre à une vérité qui serait extérieure à nous. L'idée, c'est comprendre comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut en faire pour nous. Et c'est ça qu'ils font les hackers, hein. Exactement. Bah, ouais, voilà. Bah, moi, on a trouvé le truc là aujourd'hui pour vous faire passer le message. C'est aller hacker le système de votre tarot Ouais, ouais. avec vo avec votre profil de gamer, de hacker. Enfin, les gamers sont pas des hackers, mais voilà, si vous êtes un peu geek, vous voyez de quoi on peut parler. D'ailleurs, si vous êtes gamer, vous commencez à avoir une petite familiarité avec le tarot parce que les intros de jeux vidéo se basent de plus en plus sur des histoires de tarot en ce moment, c'est extraordinaire. Et j'en parlais à mon conjoint hier soir de ça. Je disais dans la communauté tarologique, il y a beaucoup de gamers. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui sont des geeks, c'est super intéressant à observer et ouais, carrément, les gens, ils s'inspirent de tout cet univers-là aussi. Bah oui, parce Ça, que c'est chouette. c'est un univers qui est structuré et chaotique. Le tarot, c'est un outil qui marche extrêmement bien pour les scénaristes. Parce que tu veux faire un personnage qui ait de la profondeur, qui soit vivant et qui ait une faille et qui ait des choses à faire, bah, tu fais un tirage psychologique, tu regardes ce que le machin te raconte et ça te fait un personnage qui vit, quoi. Tu veux sortir tes personnages d'une situation difficile dans ton scénario, tu sais pas comment ils vont s'en sortir, tu fais un petit tirage Mais oui, et le mais tarot te c'est ça. narre le truc, quoi. Je regardais hier, j'ai oublié le nom, hein, de l'auteur, vous me pardonnerez. Sur Instagram, je suis tombée sur la page d'un auteur qui parlait justement de l'aide du tarot dans sa pratique d'écriture parce qu'il disait justement exactement ce que tu viens de dire, quand quand il a un doute sur comment doit évoluer son héros ou une situation ou tu vois, un rebondissement, s'il n'arrive pas à trancher, il va se faire un tirage Ouais, et ça va lui ouvrir des portes pour son scénario. Il écrit des bouquins, je sais plus qui c'est, impossible de me rappeler qui c'est. Mais voilà, c'est cool. ouais, ouais, Et ça marche bien pour les rôlistes aussi oui! et ça, c'est pas un hasard, parce que si les gens qui font de la fiction aiment le tarot parce que c'est un outil narratif, qui fonctionne super bien, c'est parce que le tarot à la base, on s'en sert de toute façon comme outil narratif. Parce que moi je suis, vous avez compris, je suis dans l'école psychologique, plutôt que de pure divination parce qu'il se trouve que ma grille de lecture est comme ça, ma culture est comme ça, donc je choisis d'utiliser ce vocabulaire-là, parce que voilà, c'est plus naturel pour moi. Et moi, la façon dont je pense que le tarot fonctionne, ma façon de le penser, c'est que chacun d'entre nous ne fait rien d'autre que se raconter une histoire de sa vie. Tu vois, t'as une narration de ta vie qui t'explique à toi aujourd'hui, maintenant, comment tu en es arrivé à être celle que tu es où tu es.
Et on sait que c'est une narration parce que, bah, déjà tu la racontes avec les mêmes structures que les narrations en fiction. Deuxièmement, on est tous friands de fiction, et d'histoire en général à mort. On passe notre temps à lire des histoires. Donc si on est aussi fasciné par ça, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et troisièmement, on voit aussi que c'est une narration et que c'est pas la vérité parce qu'en fonction de l'époque de ta vie où tu vas raconter ton histoire, ce sera pas la même. Voilà, donc on se raconte tous une histoire de notre vie. Ça, c'est le postulat des thérapies narratives en psycho, c'est depuis les années 80, ça. Et on constate aussi, quand on écoute un peu les histoires des gens, que les narrations qu'on se fait chacun de notre vie, elles sont pas toujours hyper optimales. Hein, par exemple, ah là là, moi de toute façon j'ai jamais eu de chance parce que blablabla, et donc à chaque fois que j'essaye blablabla, il m'arrive une catastrophe. Ça, c'est moi qui me mets en scène dans l'histoire d'une victime. Tu vois, donc tu peux penser que ça va pas être optimal pour mon développement après parce que je me dis, oui, les projets que j'ai, c'est peut-être pas la peine que je les fasse parce que de toute façon, je vais me planter. Donc c'est une histoire que j'ai, que je me raconte et qui est pas forcément hyper libératrice. Qu'est-ce qu'on va faire avec le tarot? On va prendre des images, on va les mettre sur la table sans les choisir. C'est-à-dire que, comme tu les tires au hasard, le hasard se moque complètement de l'histoire que tu as pu raconter toi avant. Il s'en fout complètement, donc tes préjugés, il s'en fout, tes grilles de lecture, il s'en fout, et tes attentes, il s'en fout aussi. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que sur la table, tu vas avoir un objet chaotique qui va raconter une autre histoire de ta vie. Et heu, alors, moi je pense, mais ça n'engage que moi, heu, qu'à ce moment-là, on se moque complètement des cartes qui peuvent sortir. Alors c'est intéressant les cartes qui peuvent sortir, parce qu'elles sortent une histoire qui est intéressante, ça t'amène des idées auxquelles tu avais pas pensé tout seul, ouais, c'est intéressant. Mais c'est pas le plus fort, à mon avis. C'est juste qu'avec un objet chaotique sur la table, tu as raconté une autre histoire de la vie de la personne, et ça lui prouve immédiatement, de façon incontestable, qu'une autre histoire est possible. Et donc ça lui prouve immédiatement que l'histoire qu'elle se racontait, c'était peut-être pas la vérité absolue, et que comme c'est une histoire qu'elle s'est racontée, peut-être qu'elle a la liberté de la raconter autrement. Et donc tu peux avoir un tirage qui va te dire un truc, peu importe, le travail il va se faire, Quelles que soient les cartes. quels que soient les cas. Parce que moi je Et là pars du postulat qu'elles sont aléatoires, hein. ah bah oui, c'est pas le cas de tout le Et monde. non, parce que tu peux dire aussi qu'il y a pas de hasard, et que donc les cartes sont vraiment très fortement influencées par ce qui doit sortir à ce moment-là. Moi je dis pourquoi pas, mais c'est pas naturel pour moi de penser comme ça. Ça m'amuse plus de penser que c'est du hasard parce que c'est plus rigolo d'une part, que c'est moins compliqué à penser pour moi d'autre part, parce que sinon c'est compliqué, enfin ça demande de penser plein de choses qui sont compliquées. Et troisièmement, j'ai pas beaucoup d'enjeux là-dessus parce que, j'ai envie de te dire aussi, ce qui fait que le tarot fonctionne aussi bien, au final, on s'en moque un peu parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'il fonctionne, tu vois? Exactement, c'est le résultat qui Voilà, compte. et le Alors résultat, ton franchement, il est pas mal. ah bah, le résultat, il est sympa, hein. Et ton point de vue sur les cartes qui reviennent tout le temps, justement, par rapport à cette notion de hasard ou alors il y a pas de hasard? Ça arrive, ça t'est déjà arrivé quand même, d'avoir des cartes tout le temps qui reviennent toujours les mêmes, Ouais, mais tu par vois, moi, comme moment? j'ai beaucoup étudié les biais psychologiques, j'ai moi-même pas mal de biais psychologiques. Donc, je sais, par exemple, que quelque chose qui te marque, tu vas t'en souvenir davantage que quelque chose qui t'a pas marqué. Ce que tu dis, c'est par exemple, tu peux avoir une carte qui va ressortir souvent et comme elle t'a marqué, tu vas t'en souvenir. A contrario, il y en a une qui va ressortir aussi souvent de la même façon, mais comme tu la considères moins, ça va pas te marquer, c'est ça? Voilà. Et donc, au final, quand tu vas raconter l'histoire de tes tirages, tu vas dire: «C'est dingue, l'impératrice sort tout le temps. En vrai, elle sort une fois sur 78, mais ça te marque vraiment beaucoup». Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que, tu as un truc un peu freaky au niveau des statistiques. Ça, tu l'expliques comme ça te parle, c'est important que tu l'expliques comme ça te parle, c'est-à-dire c'est important que tu en tires quelque chose qui est utile pour toi. Pas juste: «Ah là là, je constate un truc de dingue et j'en fais rien». Au tout début, quand j'ai repris ma pratique, alors moi j'ai bon le tarot voilà, il y a une longue histoire de plusieurs années, mais il y a eu un moment où je pratiquais moins et puis quand j'ai repratiqué davantage, ça m'intéressait d'aller faire des stats
Mmh. J'ai fait ça pendant peu de temps parce que je voulais vraiment voir ce qui se passait et c'est vrai que sur le papier, il y avait quand même des cartes qui ressortaient très souvent. Alors j'avais des cartes, j'avais l'impression qu'elles me suivaient, tout le temps et en fait, elles ressortaient moins. Donc ce que tu dis, je l'entends tout à fait parce que le ressenti, il est différent Mmh. du chiffre et effectivement, je te rejoins parce que ce qui est intéressant, tu vois, quand tu notes tes tirages, tu peux te dire: «Bah, tiens, cette carte-là, elle est ressortie assez souvent, j'en avais pas fait cas, mais par contre, en quoi ça me parle et en quoi, tu vois, par rapport à l'histoire dont tu parlais tout à l'heure, dans notre schéma narratif à nous, qu'est-ce que ça vient raconter, quoi? Mmh. Qu'est-ce que ça vient ouvrir comme porte dans le scénario?» Tu vois? Oui, qu'est-ce que je peux en faire? Parce que si juste tu Ouais, constates qu'il y a un signe, et que tu fais rien, enfin, c'est un peu dommage, quoi. bah, oui, oui, c'est un peu dommage. Bon, on a le droit de rien en faire aussi, hein, ça c'est le droit de chacun, mais il y a peut-être un truc quand même, je Ouais, sais ouais, pas. non, mais bien sûr, on a le droit de rien en faire, mais ce que je voulais, c'était mettre un warning sur l'idée d'être juste fasciné, par Mmh. quelque chose de fascinant, parce que, la fascination pour moi, c'est une des choses qui bloque la pensée. Ouais, c'est très bien dit, très, très bien dit. Ce qui compte en fait, c'est là, ça on remet un point là avec Emmanuel, si vous nous écoutez, moi je suis persuadée de ça aussi, c'est l'action. Si vous constatez quelque chose, qu'est-ce que vous en faites derrière? Mettez-vous en action, même la plus petite action, mais transformez ça et c'est l'action qui fait qu'on va avoir des résultats. Mmh. Si cette carte, je sais pas moi, elle vous fait penser à un bouquin et que ça fait, plusieurs semaines que vous vous dites: «Ah, il faut que je l'achète, machin», enfin, je sais pas, moi, c'est ça qui me vient en tête là, tu vois? Mmh. Bah, achetez-le ce bouquin, parce que peut-être que dedans, il y a une ressource qui va vous parler, dont vous avez besoin, mais vous avez pas encore conscience, enfin et puis ou alors si ça vous fait penser à appeler votre copine ou votre pote ou machin parce que voilà et bah, faites-le. Mais, si tu transformes pas derrière, ben, Il y a pas vraiment d'intérêt, quoi. Mmh. c'est vide. Mmh. Ah ouais, c'est ça et pareil, mais j'en parle assez souvent dans les épisodes de podcast aussi, c'est la folie des tirages, tu vois? Il faut se faire du tirage, du tirage, du tirage, mais in fine, c'est d'ailleurs, je vais t'interroger là-dessus, mais tu as pas besoin peut-être de faire des tirages, tous les jours, ou 3 fois par jour, parce que qu'est-ce que tu en fais après, quoi? Qu'est-ce que tu mets en action? Ouais, alors moi, personnellement, je peux te dire que j'en fais pas tous les jours, hein, des tirages pour moi, Mmh. heu, parce que, mais tu vu la puissance du truc, quoi, tu vas Oui, pas te prendre l'équivalent de 6 mois de psychanalyse tous les jours, c'est pas possible, enfin tu tiens pas, bah, quoi. non. Parce que le machin, il va te dire: «Voilà ta névrose, voilà ton point aveugle, voilà ce que tu peux faire et voilà ce qu'il va te falloir surmonter pour ça». Tu fais pas ça en 24 heures. Bah, mais non, mais c'est ça, c'est ça. Tu as besoin d'intégrer le message, le scénario dont on parlait tout à l'heure, tu as besoin d'intégrer ça et surtout tu as besoin de le digérer. Qu'est-ce que tu en fais, quoi? Ouais. Comment tu le transformes en action? Ouais, Ça prend d'ailleurs, du temps. souvent on me demande combien de temps il faut laisser passer entre 2 tirages, heu et du coup, c'est une question avec un «il faut», donc moi, Mmh. je botte en touche à chaque fois parce que, à mon avis, le tarot, il est là pour casser l'idée du «il faut» et la réponse que je donne, c'est le temps que la situation se soit modifiée. Donc c'est-à-dire le temps que tes actions aient fait en sorte que la donne était différente et que là, il faut que tu refasses le point, quoi. Mais si tu le refais le lendemain, tu vas avoir d'autres cartes, du coup, ça va te donner d'autres informations, du coup, ça va contredire ce que tu avais la veille, du coup, ça va être compliqué, ça va te plonger dans la confusion alors que, l'intérêt de cet outil-là, c'est qu'il nous éclaire et il nous sort de la confusion. Ouais, pour avoir le point de vue, il faut bouger sur sa zone de confort et pouvoir, une fois qu'on a mis des choses en place, regarder ce qu'on a fait et éventuellement, comme tu dis, refaire un autre tirage parce qu'on a changé de place. Ouais, Et là, on aura un éclairage ouais, ouais, nouveau. Ça permet d'avancer ou de se repositionner, comme sur un échiquier, tu vois? ouais. Heu, tu des, tu des cartes chouchous? Alors, dans mon tarot, à moi, le tarot de Marseille Waite, oui. Oui. Et parce que les arcanes en général sont on a toujours une qui nous gratte un peu plus qu'une autre, hein, on en a toujours une, bah, déjà qui est plus difficile à apprendre qu'une autre parce que ça nous embête. Là, ça fait un petit moment que j'ai les pratiques et donc ça va, j'ai pas de haine particulière, pour des cartes particulières, mais par contre dans le tarot que j'ai fait avec Alice Laverty, qui est un tarot, avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, parce qu'à mon avis, elles sont beaucoup plus puissantes, que celles du Rider et avec les arcanes mineures du Rider, parce qu'elles sont vachement plus lisibles que les choses abstraites du Marseille, heu,
on a fait tout ça en style enluminure médiéval, ce qui donne un style vraiment très, très doux, très, très joli. C'est parce qu'Alice, est une personne d'un talent extraordinaire et elle a sorti, 2 deniers que je trouve absolument parfaits. Donc le 2 de denier dans les systèmes Rider-Waite, c'est le bonhomme qui est en train de jongler avec ses 2 deniers, qui sont, reliés un peu par l'infini avec, la mer, démontée, qui, heu, qui soulève les bateaux avec les vagues, à l'arrière-plan. Et cette carte-là, c'est une carte, dans notre tarot qui est sortie parfaitement tout de suite et je trouve qu'il y a déjà une grâce à ce bonhomme qui ne cesse de m'émerveiller et ensuite, moi je vois bien le 2 de denier comme le fait de gérer les choses au fur et à mesure, c'est-à-dire d'être présent à ce qu'on fait, là où on le fait, comme on le fait et moi, je suis très, attirée par cette idée-là parce que pour moi, être présent à ce qu'on fait, enfin, je vois pas comment on peut être heureux autrement parce que les gens qui se disent: «Je serai heureux quand j'aurai fini telle ou telle chose», bah, s'ils sont heureux au futur, ils sont pas heureux au présent. Moi, ça m'intéresse plus d'être heureuse maintenant, donc voilà. Et la carte qui te gratouille un petit peu ou qui piquait un peu, c'était quoi? Attends, je réfléchis. Ouais, le pendu, je pense le pendu. Parce que le pendu déjà, il est rejeté par la société parce que, parce que tu sais, c'est la position du traître, hein, Mmh. c'est celui qui est mis au banc de la société et du coup, il a perdu ses biens, sa place et cetera et donc c'est ça qui lui permet de mettre le doigt sur l'essentiel et ouais, évidemment qu'elle me gratte parce que, comme on disait tout à l'heure, le fait de se lancer sous son vrai nom officiellement dans un truc un peu, chelou comme le tarot, heu, ça passe pas toujours, en soirée, tu vois? Ça a pas été facile. Bah, c'est toujours un sujet, quoi. Faut vraiment que je sache, faire mon petit pitch pour dire: «Ah non, mais vous inquiétez pas, en fait, je fais de la psy», pour, pour essayer de tempérer un petit peu les gens qui font: «Ah là là, mais tu te prends pour un grand marabout, c'est mal». Parce que les projections sur le tarot, elles sont fortes aussi, hein. Les gens, ils pensent vraiment que, tu une sorcière qui va leur mettre le mauvais œil parce que les sorcières, ça sait faire que ça, heu, voilà et c'est des gens qui vont te dire: «Moi, je crois pas à tous ces trucs-là, moi, contrairement à toi, je suis une personne cartésienne et sérieuse, par contre, je veux pas que tu viennes me foutre le mauvais œil avec tes conneries». C'est ça. C'est toujours très ambivalent, ce Voilà. genre de personnalité. Ouais, ouais, ouais et du coup, tu la rencontres un peu plus souvent que si tu faisais un métier ennuyeux, qui donne pas aux gens, envie de te poser des questions, quoi. Mmh. Donc le pendu, il est venu se rappeler, en fait, à toi, sur cette thématique-là? Ouais. Ouais, OK. Mais bon, il est apprivoisé ce pendu. Ouais, là, ça va et ça va et puis sur, le tarot de Marseille Waite, Oui. le dessin est aussi très réussi parce que, elle a réussi à vraiment donner l'impression qu'il est en train de danser, comme il est pendu par un pied, il a le pied qui est étendu en pointe et on a vraiment l'impression qu'il est en train de danser un ballet, alors même qu'il est attaché par son truc et ça lui donne une légèreté qui me réconcilie, avec lui. On va parler un petit peu de ton tarot justement que tu as créé avec Alice Laverty. Ça fera la transition pour l'épisode de la semaine prochaine parce que pour la semaine prochaine, on vous a préparé un épisode, spécial sur tes collaborations, sur la façon dont on peut travailler, autour du tarot avec d'autres personnes et tu vas nous parler de tes futurs projets et puis des projets en cours aussi. Mmh. Mais là, pour terminer notre partie, parce que ça fait aussi partie de ton parcours, parce que ce tarot-là, il a réconcilié. Il n'y a pas lieu certainement de réconcilier, c'est moi qui dis ça, mais je ne sais pas si c'est peut-être pas ta vision, mais Si, si. d'accord. C'est réconcilier le Marseille, avec le Waite. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, comment ça s'est passé cette rencontre avec Alice, l'objectif de ce jeu et comment vous l'avez créé? Parce qu'il y a vraiment un fond historique aussi avec. Ouais. Alors Alice, on s'est rencontrés quand je travaillais dans le web parce qu'elle avait fait des illustrations pour un site,
que je gérais et ça avait permis qu'on boive un café ensemble et on s'est super bien entendus tout de suite. Mais alors super bien, OK? Et tu vois le genre de personne avec, tu leur parles 2 secondes et tu sens que c'est bon, que ça passe. Donc ça, c'était cool, donc on est resté en contact bien et alors pourquoi ce tarot-là? Bah, pendant des années, j'ai donné des cours sur le Rider-Waite parce que mon idée, c'était, de partager avec les gens l'idée qu'il pouvait y avoir un tarot qui soit accessible. C'est-à-dire pas quelque chose de très compliqué comme les arcanes mineures du tarot de Marseille qui te demandent, d'être initié au 33e degré, et de connaître tout par cœur. Mais un tarot avec des images qui est quand même la révolution qu'on doit, à Pamela Compton-Smith. Je trouvais que ça valait vraiment le coup de le montrer. Problème, dans ce tarot-là, comme c'est un tarot purement ésotérique, c'est-à-dire un tarot qui est fait pour un travail en loge, c'est pas un jeu de cartes comme le tarot de Marseille de base, il est fait pour jouer aux cartes, le Rider-Waite, il est vraiment fait pour, le travail, un peu de type maçonnique. Donc les arcanes majeures, elles sont pleines de symboles, mais plein, plein, plein. Et par exemple, quand en cours, je montre la papesse, bah, les gens, ils sont tout de suite à faire: «Ah ouais, bah, pourquoi il y a 2 colonnes? Pour c'est Mmh. quoi B et J? Comment ça, Jacquine et Boaz, ça veut dire quoi? Et pourquoi elle a 3 lunes? Et pourquoi la Torah?» et bla 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 et et moi, je pense que ces symboles-là sont intéressants à étudier dans le cadre de ta culture personnelle ou dans le cadre de ta pratique maçonnique si c'est ton truc ou si tu as le temps. Mais je pense que, si tu veux aller au cœur de la carte, qui est l'idée que la bonne femme, elle sait et elle te donne pas accès au savoir, c'est peut-être pas la peine de parler pendant 1 heure de pourquoi il y a des grenades derrière, parce que la grenade, c'est le symbole de la maçonnerie qui bla 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 bla, tu vois? C'est pas la peine, c'est pas la peine. Et paradoxalement, ça faisait que le tarot Rider-Waite, qui a été fait pour être accessible avec des mineurs accessibles, bah, il ferme les portes sur les majeurs, c'est un peu dommage. Et Mmh. heu et ça m'embêtait. Et quand on considère les majeurs du tarot de Marseille, moi, mon opinion, c'est qu'elles marchent beaucoup mieux parce que comme elles sont pas faites pour, faire un travail de loge, bah, elles sont directes. Voilà, tu as la bonne femme, elle a son livre, sur ses genoux, OK, OK. Ça fait que c'est très facile de mettre le doigt sur, l'idée de base de la carte sans se polluer avec plein de choses à, mmh, à mémoriser. Et ça arrivait assez souvent dans mes cours que les gens ils fassent: «Ah mais c'est tellement dommage, pourquoi est-ce qu'on prendrait pas les majeurs du Marseille et qu'on les mettrait avec les mineurs du Rider?» Bah, ça marche pas parce que c'est pas le même format, c'est pas le même dos. Et oui. Bon, et ben l'idée elle était toute trouvée donc au bout de plusieurs années qu'ils m'ont répété ça, j'ai eu l'idée, et donc j'ai été voir Alice, je lui ai dit: «Ah, tu te souviens, ce serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble», et elle était partante. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, moi j'avais envie qu'on produise un tarot heu, déjà qui soit accessible, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer et ensuite, qui ait ce côté ancien, qui nous rassure et qui nous donne envie de se projeter dedans. Et j'aimais pas le graphisme, du tarot de Marseille, enfin le Grimaud et puis le Camoine là dont on a l'habitude, parce que c'est un graphisme qui fait semblant d'être une gravure sur bois et ça lui donne des traits très anguleux, très durs avec des figures très impressionnantes et je trouve pas ça accueillant, voilà. Et c'est pour ça que nous, on a fait le choix de partir non pas vers la gravure, mais vers l'enluminure. Et là, il y a eu un truc absolument génial, c'est que, la British Library a mis en ligne tous ses manuscrits numérisés. Alors tous, je sais pas tous, peut-être qu'il y en a encore 2-3 qu'ils ont pas scannés, mais si ça s'appelle Digitized Manuscript Library ou quelque chose comme ça, si vous allez voir sur internet, c'est extraordinaire, il y a tout, et chaque manuscrit est scanné en super haute définition. Et du coup, moi, j'ai sélectionné les manuscrits spécifiquement du 12e et du 13e parce que, c'était le style graphique que je voulais. Et comme, j'ai pas grand-chose comme connaissance historique, j'ai été à peu près au hasard et j'ai cliqué sur des manuscrits n'importe quoi, tu vois? Donc je suis tombée sur des choses géniales, genre une Apocalypse, de Saint Jean entièrement illuminée, magnifique, enfin,
des bibles, à n'en plus finir, magnifiques, quoi. Et ce que j'ai fait pour collaborer avec Alice, c'est que, j'ai été chercher les personnages, qu'on pourrait, un peu modifier, un peu twister dans des collages, pour que ça fasse, nos bonhommes de nos arcanes à nous, quoi. Et comme ça, moi, ça me permettait, plutôt que de le faire à partir de rien, ça me permettait de garder le lien avec les artisans du passé. Ça me permettait de lui donner cette profondeur-là, dont j'avais vraiment envie parce que ça me paraissait aller bien avec un outil qui sert à accéder à ta propre profondeur à toi, tu vois? Et du coup, ça a été beaucoup de travail parce que quand tu vas chercher dans les manuscrits au hasard pour trouver des bonhommes, alors que tu as une idée hyper précise de ce que tu veux, je te raconte pas. C'est ça, chercher l'aiguille dans la botte de foin, c'est ça l'expression? Voilà. Et du coup, toutes les cartes, elles viennent, tous les détails viennent vraiment de choses hyper disparates et c'est pour ça, on m'a souvent demandé de faire un bouquin sur, les enluminures qu'on avait utilisées et franchement, c'est pas possible, parce que c'est trop de trucs, tu vois? C'est sur le 9 de denier, là, j'ai la femme, qui tient un faucon, avec une belle robe et cetera. Bah, le faucon, je me souviens qu'on l'a chopé dans un manuel de fauconnerie qui donc pour le coup, c'est un vrai faucon, tu vois? Dans une page qui expliquait comment il faut le tenir avec ton gant et cetera, parce que si tu le tiens pas bien, il sera pas content, enfin bref. La coiffe, qu'elle a sur la tête, je me souviens que c'est la coiffe de Bethsabée c'est Bethsabée au bain, elle a une belle coiffe, donc on a pris ça, enfin tous l'escargot, il était encore dans un autre truc, enfin tout c'est c'est trop compliqué j'ai pas noté toutes les références, donc ce serait trop compliqué à reconstituer. Donc ça veut dire que tu avais déjà les illustrations en tête pour tes Ah bah arcanes? oui, parce que je me base sur le Marseille et le Rider, donc je me base sur de Oui, l'existant. Parce oui, que oui, l'idée, d'accord. c'était aussi que les gens qui travaillent avec ce tarot-là, ils aient pas tout un apprentissage à refaire, alors que justement l'idée du projet, c'était que ce soit accessible. Et ça l'est parce que c'est un magnifique jeu oh bah, il est trop beau ce jeu. J'en suis très Il contente aussi. ah ouais, ouais, il est super beau. Ouais. Puis on sent la patte historique et le dos est très sympa aussi Et parce le qu'on dos, on parle l'a pas piqué dans une souvent. bible aussi, ouais. Oui, bah, oui, oui Mmh. et on parle pas souvent des dos des jeux, mais ça a son importance aussi, je trouve, Ah quand ouais, on je fait l'aime des beaucoup. tirages, importants, ouais. Mmh. Alors, sujet qui gratte un peu sur ton jeu quand même, Ouais. c'est tu me vois arriver là, parce que pour moi, c'est un sujet. La Ah force, mais la oui! justice. Ouais, Alors, merci. Alors, pourquoi elle pose la question? Parce que je vous raconte depuis le début que j'ai fait les arcades majeures du tarot de Marseille, mais la force est quand même en 8 et la justice en 11, comme dans le Rider. Alors, pourquoi? Parce que, heu, premièrement, heu, historiquement, déjà, savoir laquelle est la plus vraie, ça n'a pas de sens parce que vous n'êtes pas sans savoir tous que le plus ancien tarot connu, le Visconti Forza, dont vous avez toutes les cartes sur Wikipédia, il n'y a pas de numérotation. Vous n'êtes pas sans savoir non plus, si vous avez lu l'excellent livre d'Isabelle Nadolny, qu'il n'y a pas qu'une numérotation traditionnelle, hein, il y en a au moins 3, voire 4. Bref, donc laquelle est la plus vraie pour moi, c'est une question qui n'a pas de sens. Pour moi, ce qui a du sens, c'est qu'est-ce qui est le plus juste, dans le sens qu'est-ce qui me parle le plus. Et alors, c'est mon tarot, donc j'allais pas faire ce qui me parlait pas, et pour moi, c'est beaucoup plus naturel de penser la force après le chariot parce que, pour moi, le problème du chariot, c'est qu'il maîtrise pas ses passions et pour moi, la force, c'est la bonne femme qui te montre comment maîtriser ses passions, donc ça me paraît logique et j'ai beaucoup de mal à penser la justice autrement qu'après la roue de fortune parce que dans la roue de fortune, t'as une bestiole qui utilise une épée pour, trancher et pour se sortir, de ses répétitions, un peu ennuyeuses et juste après, tu as la justice qui arrive et qui brandit une épée pour te dire, «Bah, non, c'est pas pour ne pas avoir d'ennui que je tranche, c'est vraiment pour être juste envers moi-même et c'est pour être fidèle, à ce que je suis». Donc c'est la même chose mais le niveau au-dessus et du coup, dans le chemin qu'on peut appeler initiatique si tu veux, je trouve que ça fait vraiment sens. Heu, Après fallait faire un choix, c'est pas le choix de tout le monde, j'ai envie de dire si ce choix vous parle pas, vous prenez un feutre noir et vous corrigez les chiffres, franchement je vous en voudrais pas, vous avez acheté le truc, il est à vous, quoi. non, mais c'est ça et puis tu as raison, c'est ton jeu. Tu le fais Je le comme fais tu le comme sens. je sens juste, voilà. Mmh, c'est Sinon ça. ça m'aurait paru, abîmer, cet outil-là
Et si j'ai mis 1 an de travail dedans, c'est de l'argent aussi, toutes ces choses-là, c'était pas pour faire un outil qui soit pas parfait, quoi. Voilà. Non, mais c'est bien de le repréciser et puis c'est vrai que quand on a différents jeux, enfin, voilà, quand on a qu'on un peu collectionneur, tu vois? Enfin, moi, j'en ai pas mal, hein, des jeux. Je sais pas Ah ouais? toi, mais oui, donc je suis attachée moi au système Marseille dans la force et la justice, mais parce que j'ai appris comme ça. Mmh. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, ça fait partie de mon histoire, de la pratique du tarot. Par Et c'est bien, contre il y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein, parce qu'on n'est pas dans des équipes de football là, hein. ah On est bah dans ce non, qui t'aide à clairement penser. pas. On est dans ce qui m'aide à penser, mais pour autant, tu vois, quand je vais utiliser des jeux en système, Rider-Waite-Smith et bah, il me viendrait pas l'idée d'inverser en fait, enfin de remettre dans le sens Marseille, la force et la justice parce que Mmh, pour moi, ils font partie intégrante de la façon dont le créateur a créé le jeu. mmh. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, oui, si, Donc c'est oui, ça me paraît ouais, clair. voilà. Donc du coup, si je prends un jeu, type Rider-Waite-Smith, bah, je vais le lire avec, bah, la force, voilà, la force en 8 et puis la justice en 11. Et surtout, excuse-moi, si tu fais un tirage, c'est-à-dire que tu es pas en train d'étudier le jeu dans l'ordre, qu'est-ce que tu en as à faire que, ta force, elle soit numérotée 8 et 11, parce que si tu as tiré cette Ah des carte-là fois pour te représenter toi, ouais, et bah, des ça veut fois dire que toi, tu as la maîtrise, toi, tu sais t'exprimer, toi, non mais c'est tu vrai. voilà, bah, voilà, c'est bon, quoi. Mais il m'arrive des fois quand même de considérer la carte, ça dépend des tirages et comment ça sort et cetera, enfin ça dépend de plein, plein, plein de paramètres. Mais ça m'arrive des fois dans un tirage, tu vois, si par exemple, je sais pas moi, tu as une suite, d'arcanes majeures, on sait Ouais, jamais, hein, ça peut ouais. arriver, hein. Du coup de lire l'histoire, bah, dans le sens du scénario, très Ouais, tout à fait. clairement. Bah, à ce moment-là, ta suite, tu la lis en C'est fonction ça. du jeu que tu as tiré, quoi, pas voilà. Exactement, exactement. Il me viendrait jamais à l'idée, par exemple, tu vois, en utilisant ton jeu, d'aller switcher là, non, jamais en fait. Parce que pour moi, c'est la patte du créateur, elle a autant d'importance. Quand je prends le jeu, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je suis très attachée au guidebook Oui. aussi. J'aime bien savoir pourquoi ça a été fait comme ça, comment ça a été créé, l'intention qu'il y a derrière. Pour moi, ça fait partie aussi du jeu. Et et c'est pour ça qu'il ne viendrait jamais à l'idée de dénaturer quelque part, la façon dont il a été créé et ça en fait partie, en fait. Bon voilà, Ouais, mais ouais, oui, peu importe. je te rejoins. Voilà. Bon, on a bien brassé là, hein, Ouais, bah, c'est bien, on pour a ce beaucoup de premier cartes, hein. épi on a beaucoup de cartes. Bah, attends, 78. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie. Emmanuel, merci beaucoup pour Merci à ce toi. premier épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour parler, bah, des projets, multiples et collectifs que tu as. C'est super. Je te dis à la semaine prochaine. Merci Cécile. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir la pépite, je t'invite à laisser ta meilleure note et ton commentaire sur Apple Podcast ou ton application favorite. Merci d'avance, tu aides à faire connaître le podcast et pour continuer à échanger sur cet épisode, on se retrouve en DM sur Instagram. À tout bientôt.